la Turquie et la question syrienne. Auparavant, une amie de l'association a une information importante à vous donner concernant une activité de Souria Hurriya. Donc il y a quelques mois, j'étais revenue de Turquie où j'avais visité l'école de Mersin qui est destinée aux réfugiés syriens. Il y a un mois, on a appris qu'elle avait de graves difficultés financières et qu'elle avait besoin de 15 000 $. Il y a un mois, on a appris ça. Et en un mois, on a réussi à récolter la somme entière grâce aux sympathisants de l'association, grâce aux Syriens et aux Français qui ont donné généreusement la totalité de la somme. Voilà. Donc c'était pour vous remercier tous et pour vous dire que l'école pouvait continuer à s'occuper de ses enfants jusqu'au mois d'août. Et après, trouver un autre statut qui lui permettra de pérenniser son action. Voilà, ouais. Merci à tous. Bon, comme vous le savez, cela fait des mois que nous projetons une rencontre autour de la Turquie, pour une raison évidente, bien entendu, c'est l'engagement turc en Syrie depuis 4 ans, et aussi pour tout ce que cet engagement suscite comme réaction, positive et négative, à vrai dire. Il y a des Syriens, comme je le dis, erganophobes, comme il y a des Syriens erganophiles, et c'est pour cela que c'est bon d'essayer de voir clair, de regarder les choses d'une manière objective, avec toutes les informations nécessaires. Il y a aussi, comme vous le savez, tous les vieux contentieux entre les Syriens et les Turcs, et qui ont été dépassés à un moment, mais enfin, des souvenirs de la Première Guerre mondiale, d'Alexandrette, et puis pour nos concitoyens kurdes, tous les problèmes kurdes en Turquie, pour nos concitoyens arméniens, le souvenir du génocide, etc. Bon, tout cela suscite, c'est pour cela que la Turquie, on ne peut pas en parler souvent d'une manière très objective. Il y a toujours des réactions passionnelles quand on parle de la Turquie. J'espère qu'aujourd'hui, nous serons tout ce qu'il y a de plus dans l'objectivité et que nous allons avoir un débat très courtois, bien entendu, mais aussi très franc avec nos intervenants. Donc, nos intervenants sont Bayram Badji qui est reconnu comme des grands spécialistes de l'islam turc et de l'islamisme et du mouvement islamique en Turquie, qui a travaillé, qui est maintenant chercheur en série de Sciences Po, et qui a travaillé dans plusieurs institutions de recherche, aussi bien à Florence qu'en Italie, qu'à Washington, qu'à Tashkent, où il a été le directeur d'un institut de recherche. Et puis, il y a Didier Billon, qui est le directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut Relations Internationales et Stratégiques, qui est un auteur aussi très reconnu sur la Turquie, qui a écrit plusieurs livres et dirigé des ouvrages collectifs et plusieurs articles sur la Turquie. Les deux connaissent très bien la politique étrangère de la Turquie, mais aussi la politique intérieure et le débat interne en Turquie. Donc Didier va nous parler essentiellement de la gestion par le gouvernement turc du dossier syrien dans le contexte régional et international. Et Bayram Badji va nous parler plutôt du débat à l'intérieur de la Turquie, autour de l'action turque vis-à-vis du dossier syrien. Quelle est l'attitude des différentes forces politiques? Qu'est-ce que ça représente pour la politique turque et pour ses difficultés actuelles dans sa politique régionale? Mais auparavant, nous avons pensé qu'il était très bon aujourd'hui de demander à notre ancienne présidente Hala Khodmani, qui est passée par la Turquie pour aller à Alep, où elle a, et c'est l'une des rares journalistes qui a pu parvenir à Alep, elle a publié 2 articles ou 3, je crois, dans Libération et dans l'Express, des témoignages sur son voyage, et je lui ai demandé d'intervenir une dizaine de minutes au début pour nous donner une idée de ce qu'elle a vu à Alep, essentiellement.
Voilà, donc on commence par 10 minutes et puis après on passe à Didier. Merci Farou, merci à vous tous d'être si nombreux. Je vais essayer d'être très brève et ajouter un petit peu, bon, beaucoup d'entre vous ont certainement lu mes reportages dans l'Express et dans Libération où je raconte surtout la vie quotidienne des gens à Alep. J'étais donc à Alep au début du mois et en préparation justement de l'anniversaire de la révolution syrienne où c'est une occasion de publier des choses sur la Syrie parce qu'il y en a de moins en moins. Ce qui est très important, ma démarche, c'est toujours aujourd'hui d'aller sur place parce qu'il n'y a presque plus de journalistes indépendants qui sont sur place. Et le résultat, et comme on le voit souvent, c'est qu'on est tributaire de l'information et de la propagande des partis en présence. Aujourd'hui, on n'a pas de regard un peu objectif, un peu indépendant sur le terrain syrien. Et donc, on récupère, on a la propagande du régime, on a la propagande de Daesh, on a éventuellement des informations de quelques sources d'opposition, mais il est très rare qu'on puisse avoir Alors, Alep, je ne peux pas vous dire que c'est pas dur. C'est très très dur d'arriver à Alep, de voir c'est un peu un tableau de séisme. C'est même plus un tableau de guerre ou de destruction. Il y a des quartiers où on croit qu'il y a eu un tremblement de terre. Et bon, ça prend à la gorge. C'est très très dur. Il reste 300 à 400 000 habitants sur les 2,5 millions ou plus que vous connaissez la ville. Bon, et j'ai tenu à aller chez ces habitants pour voir ce qui reste, pourquoi ils restent, comment ils restent surtout, comment ils survivent. Et bon, évidemment, il y a une réalité très dure, un quotidien terrifiant. Mais il y a aussi des signes encourageants, enfin, une sorte de résistance, de résilience impressionnante chez certaines familles. J'étais aussi bien dans les quartiers périphériques qui sont les plus détruits, comme Sha'ar, Tari el-Bab, tout ça, là c'est vraiment le séisme. Quelques familles qui restent sur place et qui vivent vraiment au jour le jour. Ils vivent souvent de l'aide internationale, donc avec des paquets qui leur arrivent au moins pour avoir l'alimentation de base. Quelques images qui m'ont frappée, c'est le nombre d'enfants qu'il y a à Alep. On voit beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants parce que les gens continuent de faire des enfants, parce qu'ils en ont toujours fait beaucoup. Et qui sont là, et qui sont très présents dans les rues, ensemble. Et quelque part, ça allège tout de suite l'angoisse, parce qu'il reste des enfants, ils sont en train de jouer, ils se promènent, même dans les ruines, ils trouvent quelque chose pour jouer, pour s'amuser, ils rient, et ça fait du bien quand même. Ces enfants, grâce à beaucoup d'efforts faits par des locaux ou par quelques organisations extérieures, de syriennes ou pas syriennes, qui souvent ont retrouvé le chemin de l'école. Il y a eu des écoles, des classes qui sont assurées, même pour des enfants qui ont été déscolarisés pendant 1 an ou 2, et qui, continuent à assurer avec des enseignantes, la plupart du temps, d'un courage exceptionnel, qui peuvent faire même 3 classes par jour, parce qu'il y a dans les locaux à peu près sécurisés, à l'abri donc des bombardements et des barils et de l'aviation, etc. Bon, il y a quelques locaux aménagés et on a pu
faire plusieurs fois, 4 heures par jour, des sessions de 4 heures par classe, en quelque sorte, pour ça. L'autre, un peu signe d'espoir, parce que je ne veux pas céder au désespoir, c'est un sentiment chez beaucoup, notamment dans la vieille ville d'Alep, où je suis allée, et où j'ai été surprise de découvrir quand même qu'elle est beaucoup moins détruite que je n'aurais imaginé. Il y a des parties dévastées, mais beaucoup est récupérable. Et il y a... Jdeïdé, Pananir, ce côté-là, il y a même des ruelles complètement abritées, enfin qui n'ont pas été touchées du tout. Bon, il y a eu, cet aménagement en plus, ils mettent, comme vous avez pu le voir, des barils pour empêcher les snipers de tirer. Donc on a des bâches ou des rideaux ou des tonneaux ou n'importe quoi. Et une certaine organisation quand même de la vie de la ville. Et bon, je terminerai par ça, parce que j'aurais beaucoup plus à dire évidemment, mais je ne veux pas prendre l'essentiel de notre programme d'aujourd'hui. C'est ce qui est frappant dans ce désordre, dans cette destruction, c'est la propreté d'Alep. Une propreté partout. Propreté des rues. Il y a même le service municipal, le conseil local, où il y a des camions poubelles. Il y a 2 ans, j'étais allée à Alep, c'était des montagnes de poubelles. Maintenant, tout est propre. Même au milieu des décombres, c'est propre. Les rues sont propres. Encore plus propre, évidemment, c'est l'intérieur des maisons. Même quand c'est détruit, même quand la moitié de la maison est détruite, on voit la mère de famille astiquée, tout est impeccable. Tout est, donc je vois le savon d'Alep et ça me dit que vraiment c'est pas par hasard que c'est là-bas que se fait le savon. Voilà. En 2 mots, bon, je pourrais discuter avec les uns et les autres si vous voulez, mais voilà quelques impressions de un bref séjour à Alep. Merci, Alain. Merci. Et sans transition, la parole est à Didier. La transition est difficile de toute façon, après le témoignage. Bon, tout d'abord, merci à tous, et merci à toi, Farouk, tout particulièrement de l'invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous et je vais tenter donc rapidement de vous présenter les grandes lignes des réactions de la Turquie, mais du point de vue international. On s'est un peu partagé le travail avec mon vieux complice Bayram, qui lui vous parlera plutôt des réactions dans la société civile et dans la société politique en Turquie. Pour ce qui concerne la politique extérieure de la Turquie et la politique régionale et la gestion du dossier syrien, il ne vous a pas échappé qu'au cours des derniers mois, il est commun, fréquent même, d'ironiser sur la politique de la Turquie, puisque vous vous souvenez que l'ancien ministre des Affaires étrangères avait comme mot d'ordre principal « zéro problème avec ses voisins ». Évidemment, on peut faire de l'ironie facile en disant que désormais, il y a 0 voisin sans problème pour la Turquie, mais en réalité, ça ne rendrait pas exactement compte des difficultés, des contradictions de déployer une politique extérieure, une politique régionale, quand on a comme voisins l'Iran, l'Irak, la Syrie en particulier, et vous admettrez que c'est un peu plus compliqué que lorsqu'on a comme voisins la Suisse, l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne. Il n'empêche, il est nécessaire d'essayer de décortiquer les relations de la Turquie avec la Syrie, de la gestion turque de ce conflit, de cette guerre civile, de cette révolution syrienne, pour essayer de s'y retrouver, ce qui n'est pas chose toujours aisée. Alors tout d'abord, je me permettrai de faire quelques rappels, parce que si on n'a pas ces rappels et ces éléments d'histoire récente, rassurez-vous, je ne remonterai pas à l'Empire ottoman, mais on a un peu de mal à se repérer. Rappelons-nous tout d'abord que les relations entre la Turquie et la Syrie, depuis le XXe siècle, ont toujours été compliquées. Farouk en donnait quelques éléments tout à l'heure. Et puis fondamentalement, au moment de la guerre froide, qui a quand même été structurante des relations internationales pendant longtemps, eh bien, la Turquie et la Syrie étaient de chaque côté et s'affrontaient de ce point de vue.
je saute allègrement les années, vous me le pardonnerez, mais je me souviens plus récemment qu'à l'automne 98, les choses ont failli dégénérer entre la Turquie et la Syrie, à propos de la question kurde déjà, puisque vous le savez, Abdullah Öcalan était abrité dans la banlieue de Damas et qu'il était relativement simple à l'époque de le rencontrer à Damas. Heureusement, les choses n'ont pas dégénéré, et ce qui est par la frontière, cet automne 90. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que quelques années plus tard, après l'expulsion de Öcalan, après son arrestation, etc., il y a eu une sorte de fluidification étonnante, de normalisation étonnante des relations entre les deux pays, qui est venue très vite, qui est venue à l'orée des années 2002, 2003, 2004. Alors nous étions dans le contexte de l'invasion de l'Irak par les États-Unis, et évidemment, et la Turquie, qui avait refusé le déploiement de troupes américaines sur le sol turc, et la Syrie, qui était ciblée, sans mauvais jeu de mots, politiquement ciblée par les néoconservateurs, chacun avait un intérêt justement à normaliser les relations entre les deux pays. Et c'est ce qui a été fait. Traité de libre-échange, suppression des visas entre les deux pays, un certain nombre de contrats et de projets économiques communs. Il y a même eu un ou deux, je ne me souviens plus, conseil des ministres communs, la création d'un conseil de coopération stratégique, bon, etc., etc. Donc les choses allaient bien entre les deux pays, semblait-il en tout cas. Et quand le mouvement de contestation, le début de la révolution syrienne se fait jour, la Turquie va avoir un problème. Déjà, elle n'avait rien vu venir, mais enfin ça, ce n'est pas la seule. Elle est préoccupée à la fois par un changement de régime, parce que la Turquie, comme dans tous les grands États, préfère avoir la stabilité plutôt qu'une situation de crise révolutionnaire à sa frontière. Je rappelle quand même près de 1000 km de frontière entre les deux pays. Mais en même temps, la Turquie veut apparaître comme un acteur qui soutient le droit des peuples dans cette onde de choc qui traverse le monde arabe à partir de 2011. Et donc il y a une attitude un peu schizophrénique pendant quelques semaines, c'est-à-dire qu'à la fois on veut la stabilité, enfin les dirigeants turcs la veulent, et en même temps ils ne peuvent pas ne pas soutenir le début du mouvement de contestation révolutionnaire qui se développe en Syrie. Et je me permettrai de vous citer une anecdote qui est très révélatrice. Il m'est arrivé à Paris, je ne donnerai pas de nom, mais de rencontrer 3 diplomates turcs de haut niveau, dont 2 ambassadeurs, dont l'un avait fait des allers-retours entre mars et juin 2011 à Damas, puisqu'il y a eu beaucoup de visites des dirigeants turcs, des diplomates turcs, des politiques turcs, auprès de Bachar el-Assad ou de quelques-uns de ses lieutenants, pour tenter de le persuader qu'il fallait prendre des mesures de réforme, qu'il fallait arrêter de tirer dans les foules, etc., etc. Et alors, très étonnamment, et je vous affirme que je ne déforme pas les propos, un des diplomates m'explique ce qu'il a fait à Damas, les contacts qu'il a eus, etc. On était 4, c'était vraiment en off, comme on dit maintenant. Et il me dit, Bachar el-Assad nous a roulé dans la farine. Il avait l'air très en colère contenue. Et je lui réponds, mais est-ce que ça vous étonne que les promesses de Bachar el-Assad n'aient pas été suivies des faits? Il me dit, oui, mais on ne fait pas ça à la Turquie. Alors évidemment, quand on raisonne, et ce rang d'ambassadeur, ce n'était pas un jeune diplomate frais et moulu de l'école, un type qui a une expérience, qui est toujours en activité, qui occupe un poste important, mais il y avait cette sorte de, je n'ose pas dire de naïveté, parce que si c'est de la naïveté, à ce moment-là, ça devient criminel, mais de mécompréhension de ce qui se passait réellement, des logiques à l'œuvre en Syrie. Et en tout cas, cette rencontre a lieu à Paris à la fin du mois de juin, et c'est à ce moment-là, justement, que la Turquie va réellement affiner ou prendre une position qui n'est plus schizophrénique, puisque c'est le début d'un soutien au mouvement révolutionnaire en Syrie et la condamnation sans appel du régime de Bachar el-Assad, puisque au mois d'août 2011, rappelez-vous, Erdogan lui-même dit la situation syrienne est devenue une affaire intérieure turque. C'est évidemment extrêmement important et la rupture est consommée quelques semaines plus tard, la fin du mois d'août, quand le président de l'époque, Abdullah Gül, fait une déclaration très nette, très claire en faveur du peuple syrien et en faveur de la lutte révolutionnaire du peuple syrien. Et puis, quelques semaines après, je me trouvais à Istanbul à ce moment-là, c'est fin septembre, si ma mémoire est bonne, fin septembre 2011, il y a la première réunion publique du
du Conseil national syrien à Istanbul. Donc là, les choses sont nettes, claires. Il y a visiblement un engagement de la part de la Turquie auprès du peuple syrien. Sauf qu'en même temps, les Turcs se rendent compte assez rapidement que leur influence est limitée. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, la Turquie lance de nombreux appels à une action internationale, se bat pour la création d'une zone tampon, se bat politiquement, j'entends bien évidemment, pour une no-fly zone, etc. Et ces appels auprès de la dite communauté internationale ne sont pas suivis d'effet. Donc elle comprend, cette Turquie, et je pense que c'est très important à saisir, elle qui avait pensé dans les années précédentes qu'elle devenait un élément absolument incontournable de la situation régionale, qu'elle était devenue un pays central sans lequel rien ne se faisait au Moyen-Orient, elle s'aperçoit qu'en réalité, sa marge de manœuvre est réelle, incontestablement, mais en même temps possède toutes ses limites. Et elle comprend aussi que cet engagement en faveur de la chute de Bachar, son engagement en faveur d'une action internationale digne de ce nom, que ses pronostics, peut-être imprudents, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la chute imminente de Bachar, peuvent à la fois lui faire perdre du crédit et de la crédibilité dans la région, si ses mots d'ordre, si son engagement ne sont pas suivis d'effet. Et vous comprenez que là, la Turquie va commencer à réfléchir à partir de l'été 2011. Il y a un engagement très fort au plus haut niveau de l'appareil d'État. Et en même temps, voyant que ce n'est pas suivi d'effet, elle se dit que peut-être elle a intérêt à modérer ses propos parce qu'elle risque de se déconsidérer auprès de ses alliés ou de ses partenaires régionaux. Et puis, il y a aussi, ça c'est souvent sous-estimé, dès le début 2012, j'ai pas le temps, j'ai je crois des citations ici si ça vous intéresse dans le débat, mais des déclarations, y compris de Erdogan, qui est plutôt un va-t-en-guerre à l'époque, mais montrant son inquiétude sur les conséquences interne que pourrait avoir le conflit syrien en Turquie même, si cela se dégénérait ou en conflit confessionnel. Mais ça, je laisse Behram développer tout à l'heure sur cet aspect. Donc on s'aperçoit dès 2012 qu'à la fois il y a des déclarations assez fortes de la part de Erdogan, mais qu'en même temps elles sont plus diversifiées. Abdullah Gül, le président de la République, je ne dis pas qu'ils ont fait un jeu de rôle, je n'irai pas jusque-là, je n'en ai pas les preuves et les éléments, mais à lui un vocable un peu plus modéré, alors que Erdogan est un va-t-en-guerre, et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche. Gül, au contraire, ne cesse d'appeler à la communauté internationale, à une action concertée, etc. Il y a donc, je pense, au moins une répartition des rôles, ou voire des divergences d'appréciation entre Erdogan et Gül, ce qu'on a vu d'ailleurs sur d'autres dossiers. Je passe rapidement, je ne vais pas vous faire l'histoire semaine par semaine, cela n'aurait aucun intérêt, mais rappelez-vous deux éléments. Reyhanlı, c'est une ville à la frontière où il y a un attentat en mai 2013, 50 morts. Immédiatement, évidemment, le régime de Bachar al-Assad est accusé, sauf que la façon dont l'instruction a été menée en Turquie même, le fait qu'il y ait une censure dans la presse pour couvrir l'événement, est assez préoccupant et met le doute sur qui sont véritablement, les véritables commanditaires de cet attentat très meurtrier. Évidemment, il y a ensuite l'épisode de l'utilisation des armes chimiques à la fin du mois d'août 2013. Et là, de nouveau, le langage turc est assez ferme. Donc vous voyez, il y a des fluctuations. Il y a des moments où la Turquie, profitant de la situation, essaye de porter le fer contre le régime de Bachar, essaye de mobiliser la dite communauté internationale. Il y a des moments, au contraire, où il semble qu'elle soit moins encline, et je peux le comprendre, à être toute seule devant dans ce combat pour isoler le régime de Bachar el-Assad. Ensuite, et là je passe quelques mois, nous avons l'épisode qui n'est malheureusement pas terminé, mais l'affirmation de Daesh sur la scène syrienne et irakienne. Et alors là, il y a évidemment une nécessaire réflexion, parce qu'on considère souvent qu'il y a eu complicité entre le régime turc et Daesh. Franchement, je pense que c'est au moins une complicité tacite. Il est, vous le comprendrez, très compliqué d'avoir des éléments de preuve un peu tangibles, mais nous savons que la frontière était pour le moins perméable, mais elle le serait à moins. Nous savons que des combattants djihadistes ont trouvé blessés, ont trouvé refuge et ont été soignés dans des hôpitaux turcs. Donc, avec l'aval des autorités politiques, cela va de soi. Mais je pense que c'est plutôt, on en parlait tout à l'heure, c'est plutôt du côté de Al-Nosra
qu'il y a probablement eu des complicités plus que tacites et plus qu'objectives. Il y a un fameux épisode, mais je pense que Behram en parlera, au début de l'année 2014, un convoi de plusieurs camions va vers la frontière syrienne. Elle est encadrée par des éléments des services de renseignement turcs. Elle est arrêtée par la gendarmerie turque et là, il y a un bisbille entre deux éléments de l'appareil d'État, ce qui prouve que les choses ne sont pas en noir et blanc. En tout cas, pour arriver dans la dernière période, il y a l'épisode Kobané, où évidemment, là, la Turquie a été soumise à une vive critique au niveau international, puisque j'ai lu, vous avez lu comme moi, dans la presse française ou autre, que la Turquie jouait un double jeu ou un triple jeu à l'égard de cette ville de Kobané. Je pense que c'est une erreur. Il n'y a pas eu de double jeu ou de triple jeu. La politique de la Turquie sur cette ville, mais était l'expression d'une politique plus générale, c'est-à-dire que pour la Turquie, incontestablement, l'ennemi principal, c'est Bachar el-Assad, et que ma foi, et je l'ai entendu de mes propres oreilles, Kobané, c'était bien triste. Je vous affirme que je ne verse pas dans le cynisme. J'ai entendu cette déclaration à Istanbul même, on était en fin septembre, début octobre 2014, en disant oui, mais le responsable des 200 000 morts, c'est Bachar el-Assad, c'est pas Daesh. C'est un ambassadeur qui prononçait cela publiquement. Là, ce n'était pas du off, c'était publiquement, qui indiquait clairement que la ligne politique voulue et assumée par le pouvoir ne comportait pas d'ambiguïté dans toute son horreur et son aspect éventuellement terrible. Ça, on peut en discuter, mais c'était une politique parfaitement assumée. Bien, donc, je pense que le gouvernement turc, avec peu de subtilité, en réalité, est tombé dans le piège d'une situation où, il n'a pas compris que, finalement, ce régime de Bachar el-Assad, malgré son énorme affaiblissement, était encore là. Ça, il a compris qu'il était encore là, pour le malheur de tout le monde. Mais je crois que l'erreur de pronostic vient au départ. Rappelez-vous, en France aussi, on prédisait la chute rapide, imminente de Bachar el-Assad. C'est ce que les Turcs ont dit, eux aussi. Et depuis lors, ils n'ont pas dérogé à cette ligne-là. Et ça les a enfermés dans un piège, dans le sens où ils n'ont pas compris la vérité des évolutions, et ils ont fait une erreur absolument fondamentale, je crois, c'est que dans ce type de situation, de chaos, de décomposition, etc., c'est une loi de l'histoire qui ne s'applique pas seulement à la Syrie, ce sont toujours les organisations les plus radicales qui arrivent à s'imposer, qui arrivent à s'organiser, qui arrivent à capter des moyens financiers, etc., c'est ce qui s'est passé. Et je pense que l'obsession turque affirmée par les autorités d'en découdre, de vouloir faire chuter le régime de Bachar, les a entraînés à ne pas être très regardants sur les soutiens au moins tacites qu'ils ont été amenés à souscrire. Et cette politique n'est pas un double ou un triple jeu, malheureusement quelque part, mais est une politique tout à fait assumée, avec sûrement peu de subtilité, mais à la décharge de la Turquie, ils sont... Vous me pardonnez l'expression, mais sur la ligne de front, il est plus facile de Paris de donner des conseils aux autres. Les Turcs sont aux premières loges. Évidemment, ça rend la gestion de la question un peu plus compliquée qu'à Londres, à Berlin ou à Paris. Le but, j'y insiste, le but affirmé en tout cas des autorités turques, c'est, je l'ai dit, Bachar el-Assad. Je vais vous donner un exemple. Au début du mois d'octobre, il y a quelques mois, il y a eu un vote au Parlement turc sur la possibilité que l'armée turque intervienne en Syrie. Je dis bien la possibilité, dans le cadre de la coalition. Immédiatement, des journalistes m'ont rappelé en disant « ça y est, la Turquie va intervenir ». Non, ce qui a été voté, ce n'est pas une intervention, c'est la possibilité d'intervenir. Et le soir même, celui qui était devenu Premier ministre, Davutoglu, a fait le service après-vente sur une chaîne de télévision turque en expliquant clairement que pour lui, ce qui était important, pour l'État turc, ce qui était important, ce n'était pas Kobané, c'était la question du régime de Bachar el-Assad. Donc les choses de ce point de vue sont très claires, et on le voit aujourd'hui encore, pour arriver à l'actualité immédiate, vous savez qu'il y a une décision d'aider à l'entraînement, à la formation militaire de 2000 combattants, qui devrait être conjointement organisée par les États-Unis et la Turquie visiblement, qui devrait déjà être débutée, qui ne l'est pas en réalité, parce que les Turcs visiblement mettent les autorités turques mettent des exigences assez importantes, notamment sur le fait que la sélection de ceux qui vont avoir un entraînement militaire, donc des Syriens, seront bien
aussi fortement mobilisés contre Daesh que contre le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a un mot qui est sorti dans la presse turque en disant qu'il faudra bien que ces combattants aient comme cible essentielle et Daesh et le pouvoir. Je pense qu'il y a une cohérence dans la politique turque. Elle est soumise à beaucoup de contradictions. Elle part, à mon avis, d'un présupposé qui était pour le moins optimiste, de ce qui les a emmenés dans une sorte de piège dans la gestion de leur politique, mais en tout cas, il y a une logique absolue. Alors maintenant, rapidement, je voudrais quand même essayer de comprendre les paramètres structurants de cette politique. Bon, parce que, inutile de vous le dire, c'est probablement pas au nom des droits de l'homme qu'on peut comprendre la politique de Erdogan. Il y a 3 paramètres très importants, je vais aller très très vite, donc ça sera schématique et vous me le pardonnerez. Le premier d'entre eux, c'est le défi kurde. Il est essentiel, bien évidemment, pour la Turquie. Tous les aspects de politique intérieure kurde, les négociations, je laisse le soin à Behram de le traiter. Mais au niveau régional, je voudrais souligner une chose, c'est qu'il est fréquent d'entendre qu'il y aurait une sorte de politique anthropologiquement anti-kurde de la part des Turcs. Je le conteste pour ma part. Il n'y a pas une politique ethnique de l'État turc à l'égard de la Turquie. Du point de vue régional, la meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, au sein du peuple kurde, il y a 2 blocs politiques qui se font jour, qui se cristallisent. Il y a le premier bloc qui est autour du PKK et donc du PYD, c'est la même chose pour moi, et d'autre part, le deuxième bloc qui est organisé, pour aller vite, autour des autorités kurdes d'Irak, le gouvernement régional du Kurdistan en Irak. Donc ces 2 blocs s'affrontent pour des raisons politiques. C'est des problèmes de rapport de force, d'influence, etc. Et la Turquie a fait un choix, non pas anti-kurde en général, mais elle a fait le choix d'un partenariat extrêmement poussé avec les Kurdes d'Irak, enfin notamment le PDK de Barzani. Pour Talabani, c'est un peu plus compliqué, mais enfin on pourra rentrer dans les détails tout à l'heure. Et par contre, c'est une mobilisation contre tout ce qui est lié plus ou moins avec le PKK, donc le PYD. Et inutile de vous dire qu'à propos du PYD, dans la presse turque, il y a eu beaucoup d'attaques depuis des mois et des années, notamment dès le mois je crois que c'était en mars 2011, quand le chef du PYD, Saleh Mouslim, a pu rentrer en Syrie. La presse turque a clairement, enfin une presse turque a clairement dit que c'était un agent de Bachar el-Assad, que c'était un homme qui était très proche. Alors d'ailleurs on peut en discuter. Il y a eu une deuxième vague d'attaques et d'émotions en Turquie, c'était en juillet 2012, quand il y a des hameaux, des villages du nord de la Syrie qui sont tombés aux mains du PYD, et le PYD qui n'est pas indépendant du PKK a hissé le drapeau du PKK et des portraits de Öcalan. Alors la presse turque a quasiment dit que c'était casus belli. Et une presse qui était critique vis-à-vis d'Erdogan disait « Mais nous allons avoir un État kurde indépendant à notre frontière, dirigé par Öcalan ». Donc là, il y a le paramètre, non pas kurde en tant que tel, mais le paramètre PKK, qui est un élément structurant de la politique de la Turquie à l'égard de la Syrie. Et donc, une vive défiance vis-à-vis de ce PYD, et des liens que celui-ci pourrait avoir avec le pouvoir, ce que la presse turque règle de façon un peu trop rapide, à mon avis. On comprend aussi d'ailleurs la gestion de la question de Kobané à propos avec cette fameuse question kurde. Ça va de soi, je ne l'ai pas abordé précédemment, parce que là, vous avez, du point de vue des Turcs, une sorte de cristallisation territoriale qui s'est fait jour autour de Kobané. Cette résistance des Kurdes à Kobané dirigée par le PKK, PYD, toujours considérée, j'ai oublié de le dire, comme une organisation terroriste. Le PKK est toujours qualifié de terroriste, bien qu'en négociation par le pouvoir turc. Et donc, il y a eu une longue négociation, de longues tractations pour laisser passer des combattants kurdes du PKK, des Peshmerga du PDK, des Kurdes d'Irak, pour aller aider les combattants à Kobané. Ça, c'est le premier paramètre, à mon avis, il est structurant. On ne peut pas comprendre la politique régionale de la Turquie et la gestion de la crise syrienne par la Turquie si on ne met pas au centre cette question kurde et cette question du PKK. Deuxième aspect, là aussi je vais infiniment vite, vous me le pardonnerez, c'est le jeu des rivalités régionales. Parce que si je parle de cela, c'est pour aborder en dernier point la question confessionnelle. On a souvent tendance à dire que c'est la question confessionnelle qui détermine la politique
de la Turquie sur ce dossier syrien. Je ne le crois pas, et je vous dirai pourquoi. Mais avant, il y a le jeu des rivalités régionales, parce qu'évidemment, si la Turquie veut avoir un rôle dans cette horrible et terrible crise syrienne, elle va rentrer en concurrence avec d'autres États, alors notamment avec l'Irak. L'Irak, on le sait, il y avait une dégradation réelle des relations avec l'Irak, sauf que quand Daesh s'est imposé dans une partie de l'Irak au printemps dernier, on a bien vu que les Turcs comprenaient qu'il était nécessaire de renouer des liens avec toutes les composantes de la société irakienne, de façon à desserrer l'étau que pouvait faire ressortir ou ressentir Daesh. Deuxième pays important de la région, c'est la Russie. Évidemment, vous avez un jeu, je ne dirais pas un jeu de dupes, mais un jeu de réel politique, puisqu'à la fois Russie et Turquie sont sur des lignes totalement différentes à propos de la Syrie, et en même temps, chacun sait jusqu'où ne pas aller. Pour une raison très simple, c'est que la Turquie a une économie relativement florissante, donc une économie qui a besoin de beaucoup de sources d'énergie, et évidemment, un de ses principaux fournisseurs, c'est la Russie. Et donc, en dépit d'une ligne d'appréciation, d'analyse et de dispositions totalement différentes sur la Syrie, eh bien, il n'empêche que les relations sont assez intenses entre Moscou et Ankara. La dernière visite en date de Poutine, c'était le 1er décembre dernier, 2014, où a été signé ce fameux contrat gazier, le Turkish Stream, avec des livraisons de gaz massives à venir de la Turquie de la Russie vers la Turquie, pardonnez-moi. Enfin, troisième État de la région qui pose difficulté à la Turquie, c'est l'Iran. Et là aussi, c'est très étonnant de constater que sur des lignes totalement opposées à propos de la Syrie, ça c'est une évidence, eh bien les relations ne sont pas mauvaises entre la Turquie et l'Iran. Il y a même eu la visite de Rouhani il y a un an, un peu plus d'un an. Les contrats gaziers continuent à fonctionner malgré les sanctions. Donc là aussi, la Turquie joue un jeu un peu compliqué, on va dire ainsi. Mais cela prouve que la concurrence régionale, non pas du tout pour des raisons idéologiques, mais des questions de rapport de force, des questions de sources d'énergie, pousse la Turquie à avoir une politique à l'égard de la Syrie qui fait fi des grands principes, affirmé, répété par Erdogan, mais parce que c'est son intérêt. Alors, dernier élément que je veux aborder, c'est la question de la dimension confessionnelle. Pour aller vite, et vous me pardonnerez l'aspect un peu provocateur de la question, y a-t-il une islamisation de la politique extérieure de la Turquie? Bon, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Bien que le dossier syrien qui nous réunit ici ait une spécificité évidente. Mais d'un point de vue général, je ne crois pas à tout ce qu'on a pu lire sur le néo-ottomanisme, par exemple. Parce que le néo-ottomanisme, ça voudrait dire qu'il y a une sorte de politique impériale qui a été remise en œuvre par la Turquie. Et là, je crois qu'il y a une question de méthodologie. On ne peut pas comparer une république, quoi qu'on puisse penser de la République de Turquie, avec un empire tel que l'était l'Empire ottoman, qui avait une politique expansionniste. À mon avis, ce n'est pas le cas de la Turquie aujourd'hui. Je m'interroge beaucoup et je suis très critique par rapport à tous ceux ou toutes celles qui considèrent que désormais le grand facteur structurant dans tout le Moyen-Orient, c'est chiite contre sunnite. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué. Bien sûr, il faudrait être stupide pour ne pas considérer que les paramètres confessionnels et religieux ont leur importance, mais de là tout expliquer uniquement par le facteur confessionnel, je pense qu'il y a une grande marge et qu'on ne peut pas donc intégrer la politique de la Turquie au nom de ce bloc entre chiites et sunnites. Sinon, je ne comprendrais pas les bisbis qu'il peut y avoir entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, entre le Qatar et l'Égypte, enfin, etc., etc. Là aussi, on pourra développer. Alors, se pose bien sûr la question à Lévy. Je ne parle pas de ses ressorts internes. Ça y est, 2 minutes. 2 minutes, ok, merci. La question à Lévy, bon, parce qu'on a fait certains ont fait le rapprochement entre alaouite et Alévi, mais je pense qu'il n'y a aucun rapport, ni pour des raisons religieuses, ni pour des raisons ethniques, ni pour des raisons d'histoire. Donc là aussi, comparaison n'est pas raison, d'autant que les Alévis de Turquie ont souvent été très critiques à l'égard de la politique de Erdogan et la façon dont il gérait le dossier syrien, et en même temps, les Alévis de Turquie ne soutiennent pas, n'ont jamais marqué la moindre sympathie pour le régime de Bachar el-Assad. Donc vous voyez, là aussi, il y a des simplifications qu'il nous faut combattre si on veut tenter de comprendre un petit peu plus précisément les choses. Enfin, sur les frères musulmans et les liens avec l'AKP, oui, il y a une proximité entre les frères musulmans et l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement dirigé par Erdogan. Mais en même temps, là aussi, ce n'est pas la même matrice, ce n'est pas la même histoire, ce ne sont pas les mêmes dynamiques. Donc il y a une proximité, il y a une aide
de la Turquie aux frères musulmans syriens, oui, bien évidemment. L'Égypte, je sais que tu en parleras tout à l'heure, mais en même temps, il ne faut là pas non plus simplifier, ce n'est pas des raisons religieuses ou des raisons théologiques qui permettent de comprendre les événements. Donc, pour conclure, et ce sera mon dernier mot, je crois que la Turquie, en dépit des déclarations que j'ai rappelées rapidement tout à l'heure au début, a été pris en porte-à-faux par la guerre civile et la révolution syrienne. Je crois que l'erreur d'appréciation initiale l'a fourvoyée dans un piège que j'ai évoqué, donc je vais essayer de ne pas me répéter, mais en tout cas a aussi ébranlé la Turquie parce qu'elle était intimement persuadée dans les années qui ont précédé la crise syrienne, le début, avant 2011, qu'elle était incontournable. Alors je crois que c'est un pays effectivement central au Moyen-Orient, ça va de soi, enfin ça va de soi, pour moi en tout cas, c'est discutable, mais qu'on est passé en Turquie des illusions réalistes. C'est-à-dire que les dirigeants turcs ont compris que leur marge de manœuvre était, ma foi, assez limitée et qu'ils ne pouvaient pas faire la pluie et le beau temps au Moyen-Orient et qu'il ne suffisait pas de claquer du doigt pour qu'immédiatement des bataillons entiers se rangent derrière le drapeau turc. Les choses sont évidemment un peu plus compliquées. Et je terminerai simplement par un sondage d'opinion qui a eu lieu en Turquie en septembre 2013, où qui faisait ressortir que 56% des sondés étaient contre la façon dont Erdogan avait géré la crise syrienne. C'est très intéressant parce que quand on sait qu'au présidentiel, il a fait plus de 50% des voix, ça veut dire qu'une partie de son électorat est contre la façon dont il gère cette crise, ce qui me fait penser que les dynamiques profondes des décisions du gouvernement et de l'État turc à propos de la Syrie ne relèvent pas de dynamique religieuse. J'ai encore 1000 choses à dire, mais j'arrête là. Merci beaucoup. Eh bien, là, on est tout à fait aussi introduit dans le sujet. D'accord, merci beaucoup. Je tiens avant tout à vous remercier pour m'avoir invité pour cette conférence qui se passe dans une bonne ambiance, en toute, avec une certaine amitié. Donc, je suis très content d'être parmi vous. Pour ce qui est de ma présentation, je vais surtout parler de la manière dont la crise syrienne a touché la Turquie et comment, à l'intérieur de la Turquie, Erdogan a été confronté à toute une série de facteurs, d'obstacles, de dynamisme, de facteurs qui ont fait qu'en fait, ça a compliqué sa politique vis-à-vis de la Syrie. C'est un peu difficile de savoir il faut utiliser le terme de paramètres ou d'obstacles, parce qu'en fait, on a l'impression qu'en fait, dans la politique syrienne de la Turquie, parfois les causes et les conséquences, on a un peu du mal à faire un peu la part des choses parce que les deux sont fortement liés. Mais pour faire les choses d'une manière beaucoup plus simple, je vais parler de 3 questions essentielles en termes de politique intérieure et pour montrer comment ça a été à la fois un obstacle à sa politique et aussi un facteur d'enlisement de la politique syrienne de Erdogan en Syrie. Premièrement, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est la question kurde. Je pense que quand on observe dans une large mesure, je dirais que la politique de Erdogan en Syrie, c'est surtout autour de la question kurde, fondamentalement. Et avec un peu de recul, je n'arrive pas à comprendre comment il n'a pas anticipé, au moment où il a changé de politique extérieure, sa politique vis-à-vis de la Syrie, je n'arrive pas à comprendre comment il n'a pas anticipé le fait que Bachar al-Assad était capable de frapper la Turquie là, dans son point qui était le plus sensible, c'est-à-dire la question kurde. Vous le savez, tout à l'heure, Didier l'a dit tout à l'heure, pendant longtemps, le chef de PKK était hébergé en Syrie. Ça a été un moyen de pression considérable contre la Turquie. Et je dirais qu'ensuite, au moment de l'enlisement de l'entrée de la Turquie au moment où la Turquie a décidé de prendre une posture très ferme contre Bachar al-Assad, bien évidemment, là, je pense que le régime de Bachar al-Assad a frappé la Turquie avec la question kurde de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'en fait, la question kurde s'était aggravée d'une telle manière en fait, que ça a compliqué les choses pour la Turquie, pour plusieurs raisons. D'abord, à partir du moment où s'est formée une espèce de zone autonome, de région autonome dans le nord de la Syrie, composée de Kurdes, ça a eu beaucoup de conséquences, d'impact sur la Turquie même. Premièrement, ça a renforcé militairement le PKK. Vous vous souvenez, en 2012, il y a eu des affrontements terribles. Et là, on se souvient en fait que le PKK a infligé des pertes vraiment très lourdes à l'armée turque. Pendant le mois de juin-juillet, je me souviens, il y a eu beaucoup de morts. Ça, c'est la première. Ensuite, ça a été un soutien moral. Ça a renforcé le PKK, le camp kurde en Turquie. Et on a vu aussi qu'en fait, la question syrienne, l'enlisement de la Turquie
dans le conflit syrien et le fait que Bachar al-Assad ait eu recours au facteur kurde a obligé la Turquie à accélérer son processus de négociation avec les Kurdes. Je dirais que ça a été à la fois bénéfique parce que la Turquie elle a été obligée de prendre en considération d'une manière beaucoup plus sérieuse la question kurde, donc elle est obligée de négocier. Mais en même temps, en fait, ça l'a aussi à retarder, à compliquer les négociations entre la Turquie et le camp kurde parce qu'en fait, on a le sentiment en fait que la partie kurde est devenue beaucoup plus exigeante, c'est-à-dire qu'elle a eu tendance à faire un peu monter les enchères parce qu'elle a vu qu'elle était forte au niveau national en Turquie. Il y a un facteur kurde puissant qui se développe en Syrie, donc ça l'a renforcé dans ses positions. Et aussi, bien évidemment, un facteur kurde assez important en Irak. Si vous voulez, le renforcement, la régionalisation de la question kurde au Moyen-Orient a fait en fait que ça a bloqué en quelque sorte Erdogan dans sa politique vis-à-vis des Kurdes et dans sa politique syrienne. Alors, si vous voulez, tout à l'heure, on pourra entrer dans les détails sur dans quelle mesure les Kurdes sont devenus beaucoup plus... quand je dis les Kurdes, en fait, c'est le PKK en Turquie, beaucoup plus exigeant entre les enchères en matière d'autonomie, sur le projet de discussion d'une nouvelle constitution en Turquie. Donc, si vous voulez, là, on a vraiment vu qu'en fait, les revendications des Kurdes sont devenues beaucoup plus fortes et ça a bloqué, en quelque sorte, la politique de Erdogan, aussi bien en Turquie que de sa politique extérieure. Alors, il y a un autre facteur là, je passe à un autre point important, c'est que tout à l'heure, on a parlé de la question religieuse et confessionnelle. Là aussi, je crois que je pars du postulat, en fait, que c'est que si on reproche, avec peut-être une certaine raison, à Erdogan d'avoir été un peu maladroit, arrogant, et d'avoir mené une politique à la fois, je dirais même une espèce d'absence de politique dans le sens où parfois elle est un peu floue, un peu brouillon, c'est qu'en fait, les impacts de la crise syrienne sur la Turquie ont été tellement nombreux en fait que ça a un peu dérouté Erdogan. Ça l'a mis en difficulté. Donc, par rapport à la question kurde, je l'ai dit, il y a un autre facteur, c'est par rapport à la question sunni, alawite en Turquie. Là aussi, la question est un peu compliquée, mais si vous voulez, en Turquie, il y a ce qu'on appelle donc la majorité de la population est sunnite, mais il y a aussi les Alevis et les Alaouites. Donc, d'une manière générale, les Alaouites qui sont à Hatay, vous le savez mieux que moi, donc ce sont des Arabes, des Syriens, donc c'est à peu près, ils ont la même langue, même prononciation, même dialecte, il n'y a pas de différence particulière. Mais il y a aussi les Alevis qui peuvent être ou turcophones ou kurdophones. Alors là aussi, je dirais que le fait qu'on a le sentiment qu'en Syrie, le conflit prend un aspect confessionnel, même si ce n'est pas vrai, moi je pense que ce n'est pas vrai, le fait que ça a été interprété de cette manière-là par les médias, en fait, ça a contribué au développement des clivages, au renforcement des clivages en Turquie, entre sunnites et alevis. Ça, c'est la première. Par ailleurs, je dirais que, effectivement, il faut bien reconnaître que la Turquie, la République turque, même si elle était séculière, laïque et séculière, elle a été fondée avec une certaine suprématie, qui ne dit pas son nom, des sunnites. Parce que c'est la majorité de la population, et il se trouve que, bien quand ils ont mis la République en place, l'élément turc, musulman, sunnite était le plus privilégié, par la force des choses. Et en fait, si vous voulez, le fait que le conflit en Syrie s'est aggravé, il a un impact en Turquie, quelque part, ça a complexifié, ça a aggravé les tensions en Turquie. Et d'ailleurs, on a un exemple concret. Pendant les événements de Gezi Park, c'est-à-dire qu'au départ, ça fait beaucoup de bruit, vous le savez, en fait, au départ, le sentiment, la raison, la motivation est surtout écologique et environnementale. En fait, assez rapidement, l'élément le plus marquant après, c'est devenu assez vite les Alevis. Et là aussi, je dirais que je pense que... Pardon, des manifestations de Taksim et tout oui, ça. Oui, Taksim, oui. Et là aussi, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faut aussi faire la part des choses entre, pour beaucoup de Alevis, la mobilisation contre Erdogan, ce n'était pas forcément par amitié ou par sympathie, même s'il y en avait pour Bachar al-Assad, mais c'est aussi, pour eux, c'était le moyen, l'occasion de régler leur compte avec Erdogan, parce que il se trouve qu'Erdogan, en termes électoral, il est fort, il est puissant. Il a gagné les élections en 2002. Son parti a gagné pendant 3 mandats successifs. À chaque fois, il gagne facilement aux élections. Je dirais, si vous voulez, en fait, la faiblesse de l'opposition classique en Turquie a fait que, parfois, ça devient, le facteur kurde, le facteur alevi, devient un moyen, un instrument pour faire de la politique, pour mettre en difficulté Erdogan. Ça, voilà. Alors, par rapport à cette question-là, à la question alevi, je pense que
c'était aussi l'occasion, dans une marge, le discours des Alevis en Turquie, c'est qu'ils ont toujours été un peu méfiants vis-à-vis de la politique de Erdogan, parce qu'on a le sentiment qu'il met une politique sunnite, ce qui n'est pas mon point de vue. Moi, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je ne pense pas qu'il a une politique sectaire, confessionnelle, mais ça donne ce sentiment-là parce que il est sunnite, et parce que les sunnites en Turquie sont majoritaires, donc ça a donné ce sentiment-là. Et je pense que pour cette opposition, c'était aussi un moyen de mettre en difficulté que de dire qu'il est sectaire, confessionnel, etc. En tout cas, l'avantage, entre guillemets, de cela, c'est qu'en fait, de la crise syrienne et de ses impacts en Turquie, malgré les impacts négatifs, ça va obliger aussi la Turquie à prendre d'une manière beaucoup plus au sérieux, à essayer de faire des efforts sérieux et sincères pour régler la question kurde. Et je pense que pour l'instant, c'est bien parti. Et je pense qu'après, une fois qu'il y aura un règlement de la question kurde, je pense que le prochain dossier en Turquie, ça va être la question Alevi. Parce que là aussi, on a le sentiment, effectivement, qu'en fait, les Alevis n'ont pas leur place dans la société. Un sentiment qu'on peut parfois comprendre parce que, pour donner un seul exemple, en Turquie, l'espèce de ministère des Affaires religieuses, le ministère des cultes, en quelque sorte, ce qu'on appelle le Diyanet, de fait, effectivement, ils rendent service beaucoup plus aux sunnites qu'aux Alevis. Alors, d'une part, non pas parce qu'il y a une discrimination, c'est parce qu'en fait aussi, c'est aussi lié à la spécificité du culte Alevi en Turquie, c'est qu'en fait, pendant longtemps, pour une bonne partie des Alevis, être Alevi, c'est beaucoup plus une philosophie qu'une religion au sens où on va demander la construction de lieux de culte, etc. Même s'ils sont en train de changer, donc il faut mettre les choses un peu dans leur contexte. Alors, il y a un autre facteur que j'aimerais aborder ici, parce qu'il joue aussi comme facteur d'affaiblissement de Erdogan en Turquie de sa politique syrienne, c'est un combat, une querelle entre lui et un autre de ses alliés qui a fait beaucoup de bruit, y compris en France, c'est Fethullah Gülen. Alors vous allez me dire quel rapport avec la question syrienne. En fait, il y en a quand même. Je pense que pour comprendre la politique de Erdogan en Syrie, et voir pourquoi il a tendance à faire un peu des choses un peu qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est qu'en fait, il a été lâché, abandonné en cours de route par ses alliés. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est qu'au départ, vous allez me dire, parce qu'il est devenu autoritaire, certes. Mais je pense que le fait d'avoir été abandonné d'abord par les libéraux en Turquie, par les libéraux, ensuite, et là j'en viens à ce paragraphe important, par des gens qui lui étaient proches, comme Fethullah Gülen, ça a fait en fait qu'il a perdu un peu les pédales. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de cette présentation, c'est qu'en fait, Fethullah Gülen, c'est un gourou, un chef religieux, une communauté puissante, structurée en Turquie et à l'international, qui est très transnationale. Ils ont des écoles à l'étranger, des entreprises, ils développent un dialogue interreligieux. C'est une comparaison, c'est une organisation qu'on peut comparer un peu au phénomène jésuite qu'on trouve un peu en Occident. Et en fait, pendant longtemps, ils étaient alliés. Or, il se trouve que pour une série de raisons à la fois de politique intérieure et extérieure, Fethullah Gülen a fini par lâcher, par abandonner Erdogan, et ça a un peu compliqué les choses pour Erdogan. Alors, vous allez me dire, quel rapport avec la question syrienne? En fait, il y en a. C'est qu'en fait, à part du moment où il y a eu un divorce entre Obama et Erdogan sur la politique extérieure au Moyen-Orient, notamment sur la question syrienne, parce qu'au départ, ils avaient été à peu près sur la même ligne, et en fait, à part du moment où il y a eu une divergence entre Erdogan, entre la Turquie et les États-Unis sur la question syrienne, là, les gens de Fethullah Gülen, ils ont été obligés de se démarquer de Erdogan. Pourquoi? Non pas du tout par amour ou par une quelconque sympathie pour Bachar al-Assad, pas du tout, mais parce qu'en fait, étant donné que c'est une mouvance qui est puissante aux États-Unis et qu'elle a besoin des États-Unis et que son leader, son chef actuel, vit aux États-Unis toujours à l'heure actuelle, elle était obligée de prendre ses distances vis-à-vis de Erdogan pour marquer sa différence. Et là, et par exemple, tout à l'heure, quand Didier a parlé de ces affaires de camions remplis d'armes, etc., oui, effectivement, il y avait, je pense que là-dessus, il n'y a pas de doute maintenant, il y avait des livraisons d'armes, mais je me demande si aussi ce phénomène de soutien à ces djihadistes n'a pas été exagéré aussi, dans le sens, pour la raison suivante, c'est qu'en fait, en Turquie, cette mouvance en question, au sein de la procurature et de la police, elle est très puissante, très structurée. Bon, maintenant, elle a été purgée, mais à l'heure actuelle, à cette époque, elle était assez puissante. Et je pense qu'une bonne partie des révélations qui ont été faites, elles ont été aussi un peu exagérées pour discréditer la politique de Erdogan, pour le discréditer vis-à-vis des États-Unis, et parce qu'en fait, il faut dire les choses, il y avait presque une espèce de coup, de tentative de coup de la part de cette mouvance pour essayer de le renverser. Parce qu'il y avait une guerre
fratricide très violente entre les deux, donc ils avaient intérêt, et de ce fait, qu'en fait, le fait d'avoir été abandonné, je pense que ça a aussi contribué à rendre Erdogan complètement paranoïaque, qui a perdu le contrôle de la situation, et c'est peut-être pour ça aussi que parfois sa politique était un peu difficile à déchiffrer. Alors, j'aimerais aborder une autre question aussi, pour qu'il n'ait pas de politique intérieure, je l'ai piqué à ton domaine de politique extérieure, je suis désolé, mais comme tu n'as pas beaucoup parlé là-dessus, je pense que je vais dire, c'est par rapport à l'Égypte. Je pense que pour comprendre la politique de Erdogan, aussi bien en Turquie que dans la région, il faut aussi introduire le facteur de l'Égypte. Ce qui s'est passé en Égypte, c'est-à-dire l'arrivée de Morsi au pouvoir et sa destitution par les militaires, c'est quelque chose qui a marqué, je pense que ça a traumatisé, ça a donné des insomnies considérables à Erdogan. Parce qu'on est en Turquie, il y a une tradition du coup d'État militaire. Il y en a combien de l'histoire de la Turquie? Plusieurs. Trois. Plus un postmoderne. Plus un demi ou un postmoderne. Donc je pense que pour Erdogan, c'était le coup d'État militaire en Égypte, l'arrivée de Sisi, la destitution de Mohamed Morsi, plus le coup organisé contre lui par ses propres alliés, ex-alliés de la mouvance. Je pense que tout ça a contribué à faire de sa politique syrienne quelque chose de difficile à comprendre. Il a perdu le contrôle de la situation. Pour finir, en conclusion, je pense que amoral de toutes les... Parce que malheureusement, vous le savez mieux que moi, vous connaissez bien la Syrie, c'est qu'en fait, une bonne partie des acteurs de la région ont une attitude complètement amorale, intéressée. Je pense que par rapport aux autres, celle de la Turquie reste quand même la moins cynique de toutes les politiques qui ont été menées par les acteurs de la région. Donc je vais finir là parce qu'en général, j'aime bien discuter, débattre avec la salle plutôt que de donner une conférence très longue et très détaillée. Donc je suis là à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Bien, chers amis, nous avons beaucoup de grains à moudre. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup. Et j'attends des questions, des interventions. S'il vous plaît, s'il y a des interventions, qu'elles soient courtes. Et les questions sont les bienvenues. Une première question ici, en anglais. Je vais passer un peu le point de vue du point de vue syrien. Je voulais savoir, est-ce que la Turquie, les Turcs sont au courant, ont conscience que, alors excusez-moi du terme, que Erdogan a foutu un peu dans la merde la Syrie. De par la grande écoute du peuple syrien, c'est-à-dire que le peuple syrien, une grande partie du peuple syrien admire beaucoup ce qui se passe en Turquie, l'essai politique en Turquie, les musulmans au pouvoir, et admire la Turquie dans l'état actuel des choses. Et donc une grande partie de la population syrienne écoute ce qui se dit en Turquie. Et le va-t-en-guerrisme de Erdogan au début, et surtout la fameuse réplique où il a dit que la Turquie ne permettra jamais qu'un deuxième Hamas se passe en Syrie, avec un ton autoritaire, et on connaît l'armée turque et tout. Et ça s'est passé vraiment au tout début de la révolution, et je me rappelle qu'après cette déclaration, il y a eu des gros mouvements d'armée de l'armée libre en Syrie, la prise de Hama et la prise de Homs, et on sait très bien que Hamas est très bien répété en Syrie, plusieurs fois, et même au moins une dizaine de fois. Et la deuxième question est, si le contexte le permet, est-ce que Erdogan pourra exécuter toutes les promesses qu'il a faites en pouvant protégeant la population syrienne avec tout le contexte qu'il faut pour pouvoir le faire. Mais est-ce qu'il sera capable de le faire un jour? Une autre, là-bas. Bien. Ma question sur la politique régionale. Est-ce que la Turquie est otage de la politique américaine faute de leur alliance à l'OTAN? Ok. Une troisième, et puis je passerai la parole. Question complémentaire un peu. D'après tous les témoignages, surtout avec les militaires de la rébellion syrienne, c'est leur souffrance principale. Ce sont les contradictions justement entre la Turquie et les pays occidentaux, que ce soit les États-Unis ou les Européens. Que ce soit toute la coordination, les divergences et les différences entre nos amis, comme ils disent, nous sapent toute organisation. Parce qu'à chaque fois, il y a des contradictions. Voilà. Oui, madame. Peut-être l'avez-vous déjà abordé et je m'en excuse, mais quelle est la position actuelle après les déclarations d'Öcalan
la position d'Erdogan vis-à-vis des Kurdes et de Syrie et de Turquie, évidemment. On arrête et puis on fera un deuxième tour. Moi, je vais répondre à la question, à votre question. Je n'ai pas de réponse en fait. C'est que ce que vous dites, c'est vrai, mais on peut dire aussi le contraire. C'est qu'en fait, ce que vous dites associé le discours utilisé par certaines oppositions en Turquie qui ont en opposition à Erdogan. Après, pour est-ce qu'il sera capable de régler, de tenir ses promesses, c'est difficile de répondre à cette question. Le contexte a complètement changé. Par rapport à la question sur l'OTAN, je pense que là aussi, je pense que la Turquie, par rapport à l'OTAN, j'ai vu beaucoup de responsables occidentaux reprocher à la Turquie de dire en disant qu'en fait, la Turquie n'est plus membre de l'OTAN. Et c'est vrai que la question peut se poser. Et je pense que sur la question syrienne, la Turquie, au départ, elle a compté sur l'alliance avec l'OTAN, mais peut-être que Didier a dit une réponse beaucoup plus détaillée. Mais je pense que les Turcs étaient là aussi. Ils ont le sentiment en fait que les Turcs n'ont pas été suivis par leurs collègues. C'est-à-dire qu'au départ, les Turcs, ils étaient complètement alignés sur la politique syrienne avec les Occidentaux. Ils étaient une communication permanente avec les Américains et les Européens. Mais en fait, assez rapidement, en fait, ils ont été abandonnés. On a le sentiment en fait qu'ils ont été abandonnés. C'est-à-dire que sur la position de fermeté, après qu'il y ait eu utilisation des armes chimiques, en fait, ils voulaient qu'il y ait quelque chose, mais seuls, ils n'ont pas les moyens d'intervenir. Ça, c'est pas possible. Et je pense qu'une intervention, moi, j'ai toujours été favorable à ce qu'il y ait un soutien à l'opposition modérée en Turquie, mais j'ai toujours été personnellement opposé à une intervention seule, unique de la Turquie, parce que ça aurait été catastrophique. Mais les Turcs sont leurs alliés, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et je dirais que dans le camp de l'OTAN, les plus demandeurs d'une vraie action en Syrie, c'était les Turcs. Mais ils n'ont pas été suivis par leurs partenaires. Tu as quelque chose de plus? Oui, je suis d'accord avec Bayram sur cet aspect des choses. Je pense déjà d'une façon plus globale, la Turquie n'est pas otage des États-Unis. La Turquie ne veut pas rompre avec les États-Unis, c'est clair, mais la Turquie, depuis maintenant plusieurs années, n'est plus le petit doigt sur la couture du pantalon dans les exigences de Washington. Elle raisonne en fonction de ses intérêts nationaux. Il faut comprendre que la Turquie est désormais consciente de ses intérêts nationaux. Et on parle souvent, c'est le sujet ce soir, de la Syrie, de la politique au Moyen-Orient, mais comprenez aussi que la Turquie a maintenant une politique à 360 degrés, avec ses difficultés, avec ses contradictions. Je lisais ce matin un papier, il y a 10 ans, il y avait 12 ambassades turques en Afrique, il y en a maintenant 39 en 10 ans, d'accord, en Afrique subsaharienne. J'ai plus le chiffre en tête, en Amérique du Sud, etc. Bon, mais ce n'est pas le sujet. Mais comprenez bien, et je prendrai qu'ils ne sont pas soumis à Washington. L'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure en 2003, quand l'ineffable George Bush demande à l'autorisation de déployer 62 000 hommes américains en Turquie pour attaquer l'Irak par le nord, il y a un débat assez vif au Parlement à l'époque, et il y a un vote, c'est non. C'est un acte qui a surpris beaucoup pour ceux qui ne suivaient pas en détail la politique extérieure de la Turquie. Deuxièmement, je l'ai évoqué tout à l'heure, en 2003, 2004, 2005, quand il y a un rapprochement entre la Turquie et la Syrie, il y a les néoconservateurs américains se comportent de façon presque injurieuse vis-à-vis des autorités turques qui vont fricoter avec Bachar el-Assad. Donc là, les Turcs, parce qu'ils considéraient que c'était leur intérêt, se sont rapprochés de Bachar el-Assad. Voilà deux exemples. Bon. Alors aujourd'hui, moi je ne reprends pas ce qu'a dit Bayram, la politique des États-Unis à l'égard de la Syrie, vous la connaissez mieux que moi, mais on ne peut pas dire qu'Obama ait fait preuve d'une grande perspicacité ou d'un grand courage. Enfin, c'est ses choix. Je veux dire, on peut en discuter. Mais quand il avait dit la ligne rouge et l'utilisation d'un chimique, c'est comme quand on est en bateau. La ligne rouge ou la ligne d'horizon, elle recule au fur et à mesure qu'on avance. Bon, c'est ainsi. Et il est vrai que les Turcs, pour le coup, voulaient vraiment y aller, mais ils ne vont pas y aller tout seuls. Et ça me permet d'arriver à un autre aspect, c'est qu'on est, enfin c'est un nous de majesté, les Occidentaux, puisque je suis français, dans cette auguste assemblée, mais on est prompt à donner des leçons aux autres. Il faut y aller, amis turcs, allez-y. À Kobané, mais allez-y. Oui, mais aucun membre de la coalition ne veut y aller. Et les Turcs ont commis des imprudences. Erdogan a un caractère un peu emporté, parfois, éventuellement. Mais je ne suis pas psychologue, je lis les faits, je regarde sa politique, mais en même temps, il y a heureusement
quelques contre-feux en Turquie. Et ils ne vont pas faire n'importe quoi. Ils ne vont pas aller au combat, envahir la Syrie, etc., etc. Sauf pour l'affaire de Suleiman Shah. Vous avez vu, il y a 3 semaines, là, c'est assez intéressant, on n'en a pas parlé, mais avec les cendres de cette... Enfin, les cendres, je sais pas, les reliques, pardon. Les reliques, pas les cendres, pardon. Oui, en fait, visiblement, le retour sur un endroit proche de la frontière s'est fait avec l'aide des miliciens du PYD, d'après ce qu'on sait. Donc c'est quand même singulièrement intéressant et croustillant. Donc je crois franchement qu'il n'y a pas... À la fois, les États-Unis ne sont pas l'otage, qu'ils restent dans un rapport d'alliance, évidemment, avec les États-Unis et donc avec l'OTAN. Ils ne veulent pas en partir. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il y a 2 ans, il y a eu un déploiement, à leur demande, un déploiement de missiles à la frontière turco-syrienne, missiles OTAN. Je veux dire, ça, c'est des indicateurs. Et je crois que les Turcs sont dans un rapport compliqué avec l'OTAN, mais ils n'en partiront pas. Et on ne les videra pas, de toute façon, évidemment, pour des raisons de réel politique. Mais c'est un peu le même type, comparaison n'est pas raison, le même type de rapport de la Turquie avec Bruxelles, avec l'Union européenne. Les négociations sont officiellement toujours ouvertes. Elles ont tendance quand même à piétiner. Mais les Turcs ne décideront pas de rompre ces négociations. Parce qu'ils ont plus d'intérêt à avoir des relations d'alliance, soit avec Washington, avec l'OTAN et avec Bruxelles, plutôt qu'avec Riyad, avec Téhéran ou avec Moscou. Les deux ne sont pas contradictoires. Et parce que c'est un État qui a maintenant une politique à 180 degrés, ils sont capables de faire les 2 ou 3, même si ça génère quelques contradictions. Dernière chose, parce que je suis trop bavard. Sur la responsabilité de la Turquie, disiez-vous, oui, d'accord. Oui, mais enfin, on peut pas. Enfin, je ne suis pas d'accord avec votre raisonnement, parce que dans ces cas-là, on se tait. Puisque dès qu'on a une parole publique, ça peut se retourner en son contraire, et ça peut être le cas en l'occurrence. Mais je me permettrai d'élargir par rapport à ce qu'a dit Behram, c'est l'idée du modèle turc. Vous savez, ça a été beaucoup agité il y a 3, 4, 5 ans, le modèle, enfin surtout à partir de 2011, le fameux modèle turc. Moi, j'étais un de ceux en France qui s'est battu pied à pied en disant il n'y a pas de modèle turc. Alors aujourd'hui, les faits me donnent plutôt raison. Ou alors, si c'est un modèle, c'est pas le mien. Parce que vu les dérapages autoritaires de Erdogan. Mais comment voulez-vous qu'il y ait un modèle turc alors que la Turquie, avec ses contradictions, avec la récurrence des coups d'État, est quand même dans un système parlementaire multipartite depuis 1950. Il y a des élections, il y a un jeu politique, il y a une concurrence politique. Comment voulez-vous que les États arabes, dans leur diversité, dans leur variété, mais qui n'ont pas eu cette expérience, c'est pas parce qu'ils sont plus bêtes ou plus intelligents que les Turcs, c'est pas le problème évidemment, comment pouvez-vous imaginer qu'il y a un modèle? Comment pouvez-vous imaginer qu'après 2011, ils aient fait un copier-coller de ce qui se passe en Turquie? C'est impossible, c'est en termes de méthode qu'il faut raisonner là. Alors d'ailleurs, les dirigeants turcs eux-mêmes n'ont jamais utilisé le terme de modèle. Abdullah Gül, l'ex-président, dans sa grande sagesse, avait dit « Nous sommes peut-être une source d'inspiration pour les peuples arabes ». Bon, c'est de la sémantique, certes, mais c'est très différent. Donc méfions-nous des modèles. Quels qu'ils soient dans l'histoire, les modèles ont toujours porté des conséquences négatives. Je voudrais vous poser la question des réfugiés syriens en Turquie, qui sont... On dit qu'il y a 1 800 000. Donc même que c'est le premier pays avant le Liban. Et comment cela est vécu à l'intérieur de la Turquie, à tous les niveaux, parce qu'il y a des problèmes, on sait qu'il y a eu des problèmes dans certaines localités, avec une partie de la population, mais et quelle est l'attitude des différentes forces politiques turques concernant les réfugiés syriens en Turquie? Alors, je vais donner la réponse, mais une réponse un peu inachevée, parce que je suis censé finir un article d'ici quelques mois sur les réfugiés syriens en Turquie et comment c'est perçu politiquement par... Mais on a le sentiment, en fait, c'est qu'en fait, je crois qu'il y a à peu près 1 million, pratiquement on est pas loin de 2 millions, en fait. Pas loin de 2 millions de réfugiés. Et alors, moi, je dirais que pour un pays comme la Turquie, qui n'a pas l'habitude de recevoir tant de réfugiés, il y a une tradition de réfugiés en Turquie, mais ce sont surtout ceux qui viennent des Balkans. Parce qu'autrefois, avec le recul des Ottomans, il y en a beaucoup qui sont ce qu'on appelle les Moudjahidines, qui sont venus de l'ex-Yougoslavie, etc., etc. Mais en fait, une arrivée de réfugiés de ce style-là, la Turquie n'a pas trop l'habitude, à part les Kurdes en 91, mais de cette ampleur-là, en fait. Et je dirais que, globalement, ça se passe plutôt bien.
Il y a eu quelques tensions, dans certaines villes, il y avait des réfugiés, mais je dirais que, vu l'ampleur de la présence, pratiquement 2 millions, et les petites tensions, moi je dirais qu'il n'y a pas grand-chose. Et je suis surpris de voir en fait que, pour l'instant, Dieu merci, l'opposition en Turquie qui est hostile à Erdogan n'en fait pas trop un instrument de politique. Parfois, il y a des critiques. Il y en a quelques-uns. Parfois, il y en a, Le mais... maire d'Antalya. Oui, parfois, certaines municipalités, parfois, parce qu'ils ont des comptes à régler avec Erdogan, il nous a mis un peu dans le pétrin, en faisant venir, etc. Mais au niveau des grands responsables de l'opposition, j'ai l'impression en fait que c'est pas une question excessivement instrumentalisée, Dieu merci. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Et je dirais que globalement, ça se passe plutôt bien, même si parfois c'est un peu compliqué à gérer. Je travaille d'une manière beaucoup plus précise sur l'avenir politique, l'avenir de ces gens. On a le sentiment en fait que cette population est dans une perspective pour rester longtemps, voire pour toujours en Turquie. C'est un peu le sentiment que ça donne. Et en fait, j'essaie de travailler d'une manière beaucoup plus approfondie sur l'avenir. Et en fait, l'aspect politique de la chose, c'est qu'en fait, il y a déjà certains Syriens qui prennent la nationalité, la citoyenneté turque. C'est une procédure assez compliquée, mais elle existe. Je crois qu'il y a le mariage, comme d'habitude, le mariage ou la résidence au bout de 5 ans. Donc en fait, malheureusement, ça dure tellement longtemps, ça fait déjà 4 ans. C'est bientôt 5 ans. Et en fait, on imagine qu'en fait, ceux qui sont nés, certains, il y a déjà des naissances. Il y a déjà des naissances, en fait, on imagine qu'en fait... On a le droit du sol. Oui. Ouais. Et on imagine qu'en fait, c'est une question qui va se développer. Alors, certains font des calculs sur la composition ethnique de certaines villes de la région, par exemple comme Kilis, comme Antep, etc. Et c'est vrai que la proportion kurde et arabe, et en fait, dans certaines régions, la proportion peut être inversée. Pas inversée, mais en tout cas, il peut y avoir beaucoup de changements, notamment à Kilis ou à Antep, de certaines petites communautés. En fait, le pourcentage de population arabe, il y a toujours eu des Arabes en Turquie, pas seulement avant même l'arrivée des réfugiés, et indépendamment de Antakya, c'est une réalité qu'on oublie, c'est qu'il y a des populations arabophones à Adana, à Urfa, à Mardin, etc. Et en fait, dans certaines régions, la proportion d'Arabes est en train de monter considérablement du fait de ce phénomène de réfugiés syriens. Et Didier, tu avais des choses à dire sur ça, je crois. Moi, je suis... Bon, enfin... Sur les tensions... Oui, parce que je pense que, de facto, pour 2 millions, c'est 1,8 million, 1,9 million, 2 millions, enfin, de toute façon, autour de 2 millions. Tu disais presque autant, peut-être plus qu'au Liban. Oui, le Liban, c'est 4,5 millions d'habitants, et la Turquie, c'est 76. Puis c'est un très grand pays, donc le choc, y compris visuel, physique, si je puis dire, n'est pas du tout pareil. Sauf que, déjà sur l'est de la Turquie, où il y a beaucoup de réfugiés syriens qui arrivent, qui sont démunis, bien qu'aidés en partie soit par le gouvernement, soit par des associations humanitaires, souvent islamistes d'ailleurs, dont la fameuse fondation d'aide humanitaire qui s'était illustrée dans l'opération Flottille de la Liberté en 2010 à Gaza. Bon, c'est eux qui gèrent principalement l'aide matérielle aux réfugiés syriens. Et il m'est revenu, je n'ai pas fait une étude systématique, mais que, évidemment, des petits patrons turcs voyaient cela comme une aubaine, parce qu'ils virent les ouvriers turcs et ils payent à la place des ouvriers syriens en les payant 2 fois ou 3 fois moins. Ça, c'est un phénomène qui commence à se développer. Je ne saurais pas vous dire l'ampleur, et ça peut générer des tensions sociales, voire entre Turcs et réfugiés. Nous n'en sommes pas là. Puis deuxième aspect, alors celui-là, il est visuel, quand on va à Istanbul, voire Ankara, mais c'est surtout Istanbul qui est quand même marquant, c'est dans la rue, c'est des réfugiés syriens qui n'ont rien, des femmes avec des enfants qui mendient dans la rue, etc. Et moi, j'entends à Istanbul des Istanbul qui ne sont pas racistes, mais qui me disent ça commence à bien faire. Parce qu'il y a aussi l'été, évidemment pas l'hiver, mais l'été, dans les parcs d'Istanbul, etc., des gens qui dorment là à la Belle Étoile, etc. Par ailleurs, il y a un élément qu'on n'a pas abordé, alors j'en profite parce que c'est un rapport avec cela, parce qu'on a beaucoup parlé d'Erdogan, c'est normal, c'est lui qui dirige le pays. Mais c'est l'attitude du principal parti d'opposition, le CHP, le parti républicain du peuple, je vais y arriver, donc le parti kémaliste. Et ce parti kémaliste, alors pour des raisons de jeu politique intérieur, évidemment, est à la pointe du combat contre la gestion
du dossier syrien par Erdogan. Alors, il y a même régulièrement on en a eu 4, mais il y en a beaucoup plus en Turquie, des députés du CHP qui vont à Damas, qui ont des rencontres au plus haut niveau, soit avec Bachar al-Assad, soit avec des membres de son entourage direct. Et ça, c'est un facteur important parce que le GEP, le Parti républicain du peuple, s'est saisi de ce dossier comme un cheval de bataille pour faire voir que la politique d'Erdogan concourait à l'isolement de la Turquie dans la région et tendait à confessionnaliser la politique extérieure. Alors c'est même une partie du GEP qui est un parti kémaliste orthodoxe ou borné, je dirais. C'est une partie, c'est une aile, c'est une des sensibilités de ce parti. Et moi, j'ai des amis qui sont plutôt dans la gauche radicale en Turquie, qui n'hésitent pas à appeler le GEP le base turc. Donc ça vous donne une idée de la tension politique qui se décline, entre autres, à propos du dossier syrien à l'intérieur de la Turquie. Un autre parti, évidemment, c'est le HDP, le parti kurdiste, qui, lui, a pris fait et cause pour les Kurdes, pour leurs frères kurdes, qu'ils soient syriens, irakiens, syriens, qu'ils vivent en Irak, en Syrie ou autre. D'autres questions? Mieux possible, maintenant, on ne se serre plus la main. Parce qu'il y a des microbes qui circulent, parce qu'il y a des épidémies qui font mourir des personnes et des personnes, parce que les hôpitaux sont devenus dégueulasses, parce qu'il n'y a pas de médicaments, parce que tout est empoisonné par les corps qui sont jetés ici et là, mais des centaines, des milliers de corps. Alors maintenant, on se fait plus la bise là-bas, on va plus, on est obligé de sortir, on sort, on commande un fruit, pour qu'on puisse pas, pour qu'on soit pas contaminé. Et avec tout ça, on parle d'une politique de Syriens dans la rue qui m'ont dit, mais au lieu de traiter le problème de sa source, c'est-à-dire demander, réclamer, vous, moi, tout le monde, en fait, les personnalités comme vous qui pourraient être, dont la voix pourrait être entendue, demander qu'on arrête ce massacre, non, on parle, oui, les gens, bien sûr que les autres pays vont en avoir marre. Peut-être la Turquie aussi pense qu'un jour il y aura autant d'Arabes que de Turcs et il va y avoir une guerre civile dans 50 ans ou dans 100 ans, j'en sais rien. Mais c'est pas là le problème, il faut arrêter tout ça. C'est ce que je vous demande. Est-ce que vous ne pensez pas à ça? On répondra. Voilà. Moi, je vais parler de l'histoire de M. Gülen. Gülen. On a remarqué, je vais commencer par un truc, que la Turquie peut-être s'est collée un petit peu plus à la question syrienne. C'est pourquoi on trouve qu'il y a des reflets quand même de la question, c'est-à-dire de la question syrienne sur la situation turque, soit à l'intérieur ou parmi ses alliés dans le monde. M. Gülen, à mon avis, était utilisé à un moment donné, si on fait les liens avec les déclarations de M. Erdogan. M. Erdogan, quand il faisait des grandes déclarations qui peut déranger un petit peu les Occidentaux, on entendait l'autre avec un nouveau enregistrement en disant voilà, il y a un tel truc, etc. Et d'un coup, après, on arrive au coup de fil entre M. Rouhani et Obama. Donc, maintenant, je vais arriver à un truc, je vais demander si on fait un plan au Moyen-Orient, après, s'il y a accord avec les Iraniens, entre les Occidentaux, le plus fort ou celui qui a plus de cartes. Si on fait 1, 2, 3 entre les acteurs, est-ce que la Turquie, elle aura où sa place? Ok. Bien. Je pense, tel vous l'avez expliqué, la politique en fait turque dans la région, dans le contexte régional, devient intenable aujourd'hui. Le jeu entre les Kurdes syriens, les Kurdes irakiens, avec l'Irak, avec la Russie et avec l'Iran. On n'a pas parlé tellement de l'Iran en fait, mais c'est un facteur extrêmement important. Comment vous voyez en fait l'orientation de la politique turque, au moins à moyen terme?
à moyen terme, c'est-à-dire dans les 2-3 ans qui viennent, hein, ou jusqu'à la fin, en fait, du mandat de Erdogan dans la présidence. Oui, bonsoir. Vous avez dit, M. Bagram a dit que l'autonomisation, une certaine autonomisation de la région kurde de Syrie a eu deux effets. D'une part, accélérer, donc pousser AKP à accélérer les négociations, et d'autre part, donner le moyen de faire monter un peu les enchères. Or, il y a quelques jours, Öcalan a fait faire lire son discours en turc et en kurde à Diyarbakır, et il a été très conciliant, et il a beaucoup plus dénoncé les interventions extérieures pour diviser et régner, il le dit textuellement, divide and rule, que la Turquie. Donc n'est-ce pas à interpréter comme un ballon d'essai conjoint de Öcalan et du gouvernement turc pour essayer de sortir de cette crise en disant que c'est surtout des responsabilités extérieures. Deuxième point, un peu dans le même sens, brièvement, vous avez dit qu'il est soit naïf, soit cynique, etc. Il a quand même dit explicitement, M. Erdogan, qu'il aiderait, il contribuerait, il ferait que l'armée contribue à la lutte contre Daesh seulement si il était réaffirmé que la priorité de toute cette lutte était la chute du régime syrien. N'est-ce pas une position qui bloque tout? Au contraire. Voilà. Actuellement, l'Iran est en train de s'emparer de 4 pays arabes qui, il y a moins de 100 ans, étaient dans la zone d'influence de la Turquie ottomane, voire ils étaient ottomans. On sent que la rivalité régionale entre l'Iran et la Turquie est en train de s'aiguiser, de sorte que je me pose la question sur le fait que le danger nucléaire iranien serait en définitive dirigé contre l'Iran. Qu'en pensez-vous? Dirigé comment? En définitive. La deuxième question, c'est personnel, ça. Quelle est la part de la foi musulmane de Erdogan dans sa politique? Quand je le vois se prosterner ou s'adresser aux musulmans, je sens une sincérité qui va au-delà de la politique. Qu'en pensez-vous? Ça a été abordé un peu. Allez, on arrête un peu, on répond. Après, un troisième tour. Et sinon. Oui. Je répondrai à votre question, madame. C'était pas une question, c'est une affirmation. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je vous assure, je vous jure qu'il m'arrive souvent d'avoir honte de rester immobile. Il m'arrive souvent. Et ce matin, je suis passé au marché et je suis tombé par hasard dessus. J'avais les larmes aux yeux parce qu'en fait, je suis venu du 15e arrondissement, il y avait un marché et ils vendaient du savon. Et j'ai reconnu le savon de Alep tout de suite et je l'ai acheté. Je suis venu ici et on a authentifié, c'est un vrai. J'avais les larmes aux yeux ce matin au marché, mais à part parler, faire mon métier, expliquer, je ne vois pas ce que je peux faire. Je ne suis pas aussi influent que ça. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas ambassadeur, mais chaque fois que je les vois, ces gens-là, je leur dis, mais malheureusement, voilà. Pour ce qui est de votre question, j'avoue que je n'ai pas compris votre question. Mais bref, s'il vous plaît. Oui, ma question, c'était la liaison entre le comportement de Gülen pour faire taire Erdogan et arrivant à ouvrir une ligne de contact avec l'Iran à un moment donné. Est-ce qu'il y a ce lien, c'est-à-dire de calmer le jeu de la Turquie en attendant d'ouvrir? Ça m'a emmené à la question suivante après. S'il y a un accord maintenant avec les Iraniens... Ça rejoint l'autre question. Oui, ça rejoint l'autre question. Alors, d'abord, je vais répondre à votre question, monsieur, par rapport à la déclaration de Öcalan. Alors, effectivement, moi, je pense que on a l'impression qu'il y a un certain décalage entre ce que dit Öcalan dans sa prison et ce que fait la base du PKK à Kandil, en Irak. Bon, normalement, il contrôle, mais il y a quand même quelques petites divergences. Mais je dirais qu'effectivement, il y a aussi une part de la part de Erdogan. À l'approche, on est à 2 mois d'élections législatives en Turquie assez importantes. Qu'on a en fait une espèce d'attente. Là aussi, il attend d'obtenir, de capitaliser au maximum le résultat de ces négociations avec le PKK
Et pour l'instant, on a le sentiment en fait qu'il voudrait attendre un peu plus pour faire plus de concessions sur une éventuelle autonomie pour les Kurdes, une inscription du droit des Kurdes dans la Constitution, pour l'octroi de plus de liberté, etc. Donc effectivement, il y a ce côté un peu ambigu aussi de Erdogan, parce que en fait, c'est aussi un moyen de composer avec l'électorat turc. Il y a une partie nationaliste, une partie qui se méfie, qui n'est pas du tout favorable à l'ouverture des négociations avec les Kurdes. Donc du coup, si vous voulez, fait partie de ces calculs à l'approche des élections. Oui, y compris à l'intérieur de l'AKP, y compris à l'intérieur de l'électorat dans l'ensemble de la Turquie, c'est qu'en fait, c'est une stratégie de sa part pour maximiser, je ne suis pas sûr que c'est la bonne d'ailleurs, mais toujours est-il, en fait, ça fait partie de... Il fait attendre un peu pour pouvoir obtenir plus de voix à l'approche des élections. Mais là, il y a des négociations en cours, mais je suis plutôt, malgré ça, je suis assez optimiste sur l'avenir des négociations entre le PKK et en Turquie. Et là aussi, on peut faire tous les reproches qu'on fait à Erdogan. Je pense que là aussi, c'est que vous avez dû suivre l'actualité. Il y a une toute petite scission à l'intérieur de l'exécutif en Turquie par rapport à ça. Et je pense que là aussi, je dirais que Erdogan, qui a initié ce processus de négociation avec les Kurdes, donc quelque part qu'il cherche à en tirer le maximum de bénéfices, c'est quelque chose que je pourrais comprendre. C'est quelque chose que je pourrais comprendre. Dans l'histoire de n'importe quel pays, quelqu'un qui fait autant de... qui est quand même la question la plus grave en Turquie depuis 40 ans, elle dure depuis longtemps, et il s'est engagé, il a pris des risques, donc du coup, que ce fait, il cherche à obtenir un gain, un capital politique. Je crois malheureusement que c'est le prix à payer, ça va peut-être le renforcer davantage, il l'est déjà assez, mais je me dis aussi que parfois ça fait partie du prix à payer pour régler une question qui traîne depuis il y a plusieurs décennies en Turquie. Je pense que... De Öcalan, hein. Comment ? Vous n'avez pas commenté le discours de Öcalan. Le discours de Öcalan, il a été écrit en 1900. C'est des interventions extérieures qui ont foutu le bordel entre les peuples de la région. Oui, ça c'est pas faux d'ailleurs. Mais attendez, je vais vous répondre. C'est pas vrai, mais oui, c'est vrai, il a entièrement raison, mais pendant un temps, il est aussi l'instrument de ces interventions extérieures pour justement aussi compliquer les choses dans la région. Bon, le discours de Öcalan du 21 mars là, que vous citez, moi je l'ai lu, il fleure bon ces années 50, c'est-à-dire que sur le fond du fond, moi j'ai pas de problème de principe, quand il dit que souvent les États extérieurs ou les puissances extérieures ont semé la zizanie, le désordre, etc. dans la région, c'est un fait. Alors il utilise, c'est assez intéressant quand on connaît la trajectoire de Öcalan, il utilise un langage, une rhétorique très marxisante, qu'il a utilisé au moment de la création du PKK, qu'il avait abandonné entre-temps, là il la réutilise, donc ça veut dire qu'on est dans une situation où il est obligé de ressouder les rangs, de resserrer les rangs de son parti. Moi je vais un petit peu plus loin que Behram, il y a des divergences politiques à l'intérieur du PKK, il y a deux lignes qui s'affrontent, c'est évidemment les rapports de force, je ne saurais pas vous les donner. Öcalan, il est en prison depuis 1999, je comprends, et il a lancé la lutte armée en Turquie en 1984, il y a 31 ans. Il voit bien que cette lutte armée est un échec. Il ne mettra pas l'État turc à genoux. Ça ne marche pas. Donc il cherche par tous les moyens, je peux le comprendre, parce que chaque homme ou femme peut évoluer, il cherche un système de compromis. C'est tout à son honneur. Mais comprenez bien que vous avez des dizaines, voire des centaines de combattants du PKK qui se trouvent dans les montagnes, comme on dit là-bas, qui se trouvent dans le nord de l'Irak ou ailleurs, et qui ne font que cela depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est leur vie, c'est une vie de combattants. C'est une peur du vide. Et donc, c'est elle la plus radicale, peut-être la plus militaire, la plus entraînée, la plus aguerrie, veut des garanties. Ça, c'est justifié. Il ne les pose pas de la même façon que Öcalan. Donc là, il y a à l'intérieur du PKK des divergences. Mais au sein de l'appareil d'État turc, alors là, je suis d'accord. Moi, je ne fais pas partie du fan club de Erdogan. Ce n'est pas un de mes amis politiques. Mais je dis bravo, il a eu un sacré courage parce qu'il a débloqué. On verra jusqu'où cela va. Ça va se jouer là dans les jours, dans les semaines ou dans les mois à venir. Mais ce serait une formidable avancée. Je considère que le défi kurde pour la Turquie est le défi principal. Et que ce pays ne pourra pas aller au bout de son mouvement de démocratisation s'il ne parvient pas à régler la question kurde. Donc il y a un enjeu extraordinaire et il faut admettre que c'est Erdogan qui contribue à le débloquer. Mais évidemment, il est obligé lui aussi de donner des gages. Moi, je ne sais pas ce qu'il a au fond de sa tête. Est-ce que vraiment il est persuadé? Sûrement parce qu'il prend des risques. Alors il prend des risques dans une situation où il est confortablement installé au pouvoir, il a guère de concurrents. Donc c'est plus simple, mais
ce rapport de force, c'est lui qui l'a créé. Mais il y a des déclarations de Erdogan, il y a une semaine, on dit il n'y a pas de question kurde. On se dit, mais il est tombé sur la tête. Il est dans un processus de négociation et il dit qu'il n'y a pas de question kurde. Lundi matin dernier, là, il y a 7 jours, bombardement de l'armée turque sur des bases du PKK vers Mardin, je crois. Ou Hakkari, oui, absolument, merci, oui. On se dit, c'est bizarre, dans un processus de négociation, il va bombarder ceux avec qui il est en train de négocier. Oui, mais il est obligé de donner des gages aux plus nationalistes de Turquie. Il en est un lui-même. Enfin, il y a des nuances dans le nationalisme en Turquie. Et comme il y a les élections législatives qui pointent leur nez le 7 juin prochain, il est obligé de donner des gages. Lui, son problème, c'est de présidentialiser le régime. Donc, il veut une majorité des 2/3 à l'Assemblée. Donc, il y a un jeu compliqué d'homme politique, d'animal politique. Erdogan est un animal politique. Encore une fois, ce n'est pas un de mes amis politiques, mais il a un savoir-faire incontestable, remarquable, étonnant. Il a une sorte de charisme sur ses militants, sur sa base, etc. Donc, il y a un jeu compliqué. Deuxième question, la rivalité Turquie-Iran. Ben oui. Je pense que, allez, on raisonne, soyons grands, là, on est entre nous, dans les 10 ans à venir, il y a 2 puissances qui vont émerger dans la région, qui sont déjà en passe de l'être, c'est la Turquie et l'Iran. Et donc, comme elles vont émerger et s'imposer, moi je souhaite qu'il y ait un accord de compromis avec les Iraniens. Je souhaite que les Iraniens puissent être réintégrés dans le jeu politique. Après, je parlerai. Comment dire, à partir du moment où ces 2 puissances s'affirment au Moyen-Orient, eh ben, elles vont entrer dans un jeu concurrentiel au Moyen-Orient, au Caucase, en Asie centrale. Alors là, je parle sous ta responsabilité, parce que tu connais mieux que moi. Évidemment, oui. Mais il n'empêche qu'il faut aider, enfin, de mon point de vue, tout faire pour aider à la réinsertion de l'Iran dans le jeu régional et international. Ça permettra d'éviter que les plus radicaux en Iran, parce qu'ils n'ont pas baissé la garde, ne donnent le tempo à la politique que veut insuffler Rouhani. Ça permettra à Poutine d'avoir des interlocuteurs. Ben oui, c'est bien d'avoir des interlocuteurs. Ma question est restée sans réponse. Non, je pense qu'il y a... Non, mais si j'ai bien compris, si c'est le lien qui existe, objectif, qui existe entre les Iraniens et Gülen, je pense que là, on part dans une fausse piste. Il n'existe pas. Bon. On ne s'est pas concerté, mon ami. Il n'existe pas. Pour comprendre c'est du complotisme. Alors. Attendez. Oui. Je ne pense pas. Écoutez, monsieur, j'ai commencé à travailler sur Gülen en 1995. À l'époque, j'avais tous mes cheveux. Maintenant, je n'ai plus un seul. J'en témoigne. Oui. Et je vous jure que s'il y a un pays avec lequel il ne pourrait pas composer, c'est l'Iran. Alors, on peut dire que Erdogan a une bonne politique, ils sont tombés avec l'Iran. Ça, c'est indéniable, c'est vrai. Mais s'il y a un pays avec lequel il ne peut pas s'entendre, c'est l'Iran. Pour comprendre Gülen, il faut comprendre, il faut tout ramener à ce que fait à la politique américaine. Il est obligé d'en tenir compte. Il vit aux États-Unis depuis 1999. Il a ses meilleurs alliés, ses meilleurs atouts aux États-Unis. C'est la capitale de son mouvement. Et de ce fait, c'est-à-dire que, et je ne suis pas entré dans les détails tout à l'heure, je suis au prix de mon excuse, c'est que par rapport à la politique entre la Turquie et Israël, par rapport à la politique de la Turquie et de l'Iran, là aussi, Gülen, il était obligé de suivre la politique américaine. Parce qu'en fait, il en va de la survie de son mouvement. Et dans le dossier Syrie, c'était de la même chose. C'est-à-dire que Gülen n'a pas de politique en Syrie, mais il a une politique vis-à-vis des États-Unis. Ce que disent, à part du moment où il y avait une divergence entre quand Obama a commencé à critiquer la politique aventuriste de Erdogan en Syrie, là, on a vu les cercles de pensée, les think tanks, les journaux, les médias, etc., fidèles à Gülen, d'aller dans le sens de ce que disait l'administration américaine. C'est tout. C'est exactement ce que je